Bonjour Xavier Ducurtil, vous êtes directeur de l'engagement sociétal de Covéa. Covéa, c'est un grand groupe d'assurance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, derrière la marque Covéa, il y a les marques MMA, MAF et GMF. Ça et Partneret maintenant. Et Partneret, mais qui est un réassureur, c'est un peu moins connu du grand public, mais bon, les trois marques grand public, MMA, GMF et MAF. En quoi ça consiste la direction de l'engagement sociétal chez Covéa? En gros, c'est de définir les engagements qu'on veut prendre et de les mettre en œuvre. Les engagements dans le secteur, dans la responsabilité ce qu'on appelle sociétale. La durabilité aujourd'hui, Ouais. responsabilité sociétale, RSE avant, on parle d'ESG, plutôt dans la finance. Maintenant, ça s'appelle durabilité. Et en gros, il y a des actions qu'il faut faire, qu'il faut mener sur un champ plus étendu qu'avant. La responsabilité des entreprises s'étend, n'arrête pas de s'étendre. Il y a des limites, mais ça s'étend. Et puis après, il faut reporter tout ce qu'on fait dans le cadre des nouveaux rapports durabilité qui vont sortir et qui obligent tout le monde à reporter. Donc les grands groupes sont soumis à des obligations réglementaires en matière de Exactement. RSE ou de ESG. C'est selon, mais derrière, en fait, il y a la même chose. Donc c'est ce qu'on fait pour la planète, ce qu'on fait pour le climat, c'est ce qu'on fait pour sa réputation, mais c'est aussi ce qu'on fait pour les hommes. Oui. Et des hommes qui ne sont pas forcément comme monsieur et madame tout le monde, qui peuvent avoir un handicap. Et ça, c'est de votre ressort au sein de Covéa. Oui, parmi d'autres sujets, mais on avait décidé il y a 3 ans d'avoir des priorités stratégiques et on a mis le handicap comme une des priorités stratégiques. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était déjà un actif chez nous, Ouais. et on voulait devenir et être reconnu comme le groupe le plus handi-accueillant. Donc c'était un objectif quand même assez fort. Le groupe le plus handi-accueillant dans l'assurance en France, ou enfin un groupe très accueillant pour les très handicaps. accueillant, voilà. D'accord. Et on voulait que ça se sache. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'on fait à l'intérieur, ça se voit généralement à l'extérieur. Mais c'est pas pour ça qu'on le faisait, on le faisait aussi par vraie conviction. Et donc on a mis en place toute une politique, en plus de ce qui existait déjà. Donc nous, on avait l'habitude, heureusement d'ailleurs, de bien traiter toutes les personnes en situation de handicap, autant qu'on peut, avec notamment des politiques qu'on appelle de compensation, c'est-à-dire qu'on essaye de remettre les personnes en situation de handicap à égalité de chance avec les autres. Donc si on est, je parle souvent d'un collaborateur qui est sourd, eh bien un collaborateur qui est sourd, il faut lui donner des conditions pour qu'il puisse travailler normalement, et notamment comme maintenant il y a beaucoup de choses qui se font en visio, il faut que ce soit traduit. Alors avant il n'y avait pas de traducteur automatique, maintenant il y en a, mais avant il fallait des vraies personnes qui traduisent directement. C'est un exemple. Covéa, au total, c'est combien de salariés à peu près ? Il y a 20 000 personnes en France et 25 000 dans le monde. 25 000 dans le monde, donc du coup, combien de personnes salariés présentant un handicap ? Plus de 1250 personnes en Ouais. situation de handicap, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, oui. Et avec les mêmes catégories qu'en France, il y a à peu près 85% de handicaps invisibles. Ça peut être des handicaps 10, ça peut être des handicaps qui ne se voient pas en gros, Ouais. comme son nom l'indique. Et puis il y a des handicaps un peu plus visibles. Et on se focalise souvent sur les handicaps visibles, alors que la majorité est invisible. C'est fédérateur, ça ? Le fait de travailler aux côtés d'un collaborateur, d'un collègue qui présente un handicap, est-ce que ça fédère les équipes ? Alors moi, je suis absolument persuadé. Quand on travaille avec des personnes en situation de handicap dans son équipe, on a naturellement un management inclusif et on a des réflexes inclusifs supérieurs. Moi, je sais. On est plus attentionné, on est plus à l'écoute. Attentionné, ça change naturellement les choses. Et donc, c'est ça qu'on veut développer dans le groupe. Et être handi-accueillant, c'est travailler autant sur l'entourage des personnes en situation de handicap qu'elles-mêmes. Parce que qui recrute ? C'est des managers qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Qui travaille avec eux ? C'est des collègues qui ne sont pas en situation de handicap, etc. etc. Et donc on a voulu vraiment changer le regard sur le handicap pour améliorer le côté inclusif de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a choisi... Alors, tout ça, ça existait déjà, mais on a voulu aller plus loin et on a choisi justement un partenariat avec la Fédération française handisport. Très bien. Et ça a encore boosté l'efficacité de la politique.
Ah, évidemment, en plus, on a vécu un événement tel qu'on n'en vivra sans doute jamais d'autres dans notre vie, sauf à vivre très longtemps, mais a priori, des Jeux Olympiques, on n'en connaîtra pas d'autres, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et du coup, durant ces Jeux Paralympiques, vous avez accompagné en amont, mais aussi pendant la manifestation sportive, des athlètes de la délégation française. Alors, on a effectivement, grâce à ce partenariat, des para-athlètes. Constitué, oui, des para-athlètes. On a constitué une équipe, Covea, de 6 athlètes. Pas que pour les Jeux, ça fait 3 ans qu'on les accompagne, donc financièrement, pour les aider dans leur vie quotidienne, et puis qu'on les accompagne aussi par des relations qu'on a réussi à tisser avec eux. Ça, c'est probablement le plus important. Et ce n'est pas un coup de chance, parce qu'on les a bien choisis, mais il se trouve qu'on a eu 8 médailles, enfin qu'ils ont eu 8 médailles. Donc 2 d'or. Il faut citer notamment les frères Portal voilà. en natation. Et on a Florent Joigny, 3 médaillés, les frères Portal, 4 médailles à eux deux. Et puis pas seulement eux, mais il y a Cédric Nanquin, qui est le meilleur défenseur mondial de rugby fauteuil. Il est extraordinaire. Bon, ils sont 5e, pas de chance, mais c'est quand même il faut aller voir le rugby fauteuil une fois dans sa vie. Et on a Brianna Vidé, qui est une escrimeuse en fauteuil incroyable. Et on a Solène Sage, qui est une espoir pour Los Angeles. Donc vous dites qu'il faut faire changer le regard. Ouais. Le regard notamment de la société, mais plus particulièrement de l'entourage, des gens qui travaillent avec vos collaborateurs qui présentent un handicap. Est-ce que la France a changé le regard? Est-ce que les Paralympiques ont permis de changer le regard de la France sur tous nos concitoyens? Moi j'en suis persuadé. Enfin, vous l'avez tous vu, on a vécu 15 jours, 10 jours de Jeux Paralympiques très gros engouement incroyable. Populaire. Et il y a exactement la même expérience pour les Jeux Olympiques. Moi je suis resté à Paris pendant les Jeux, donc j'ai bien profité. Et j'étais aussi aux Jeux Paralympiques. Il y avait exactement la même expérience. Et je trouve qu'il y avait un surplus d'émotion du public pour les épreuves paralympiques. Parce que non seulement on apprécie la performance de tous ces athlètes, mais on se dit, mais comment ils font? La finale de cécifoot devant des millions de spectateurs, le dernier jour des Jeux, je suis sûr que la moitié ou les 3/4 des téléspectateurs, mais comment ils font? Moi, le Zidane du cécifoot, là, moi j'ai joué au foot dans ma vie, jamais j'ai marqué un but comme ça. Donc c'est incroyable. Et donc, je pense que ça va laisser des traces. Dans l'esprit des gens. Mais après, dans l'esprit des gens. Après, la question, c'est l'héritage. Donc, bon, par exemple, dans le gouvernement, il manque un ministre handicap. Je crois qu'il va arriver. Il va bientôt arriver. Mais bon, c'est une bourde. Mais ça veut dire quelque chose. C'était pas très malin. Je pense qu'ils avaient beaucoup de choses à régler. Ils n'ont pas pensé à ça. Mais c'était pas très malin. Le truc le plus important, j'ai entendu qu'après les Jeux de Paris, on va enfin s'attaquer au problème d'accessibilité à Paris. Dans les transports. Dans les transports. Qui était un des petits points noirs. C'est un gros point noir. Un gros point noir. Moi, je connais quelqu'un à la fédération qui est en fauteuil. Un jour, il est arrivé en retard à une réunion. Il me dit, j'étais à la gare de Lyon. Ils ont arrêté l'ascenseur et ils ont dit fermeture pour 6 mois. Il dit, j'ai mis 3/4 d'heure pour essayer de trouver une solution. Bon, ça, et les métros, c'est pareil, c'est un enfer. Ils ont décidé, ça prendra 10 ans, mais 10 ans ou plus, mais de régler le problème d'accessibilité à Paris. Et ça, si on se souvient de Londres, c'était un des héritages les plus visibles. Ils ont réglé définitivement les problèmes d'accessibilité à Londres. Dans le débat politique, on entend toujours dire que l'État doit impulser les choses en matière de changement, notamment pour le réchauffement climatique. C'était un des piliers de la RSE, sur le pilier que vous venez de détailler, sur le handicap. Et vous ne pensez pas que finalement les entreprises sont en première ligne? Je pense que c'est un travail d'équipe. Ouais. Un peu de public, un peu de privé, tout le monde doit s'y mettre. La réglementation, pour des gens comme nous, c'est un allié. Ça oblige quand même les pouvoirs publics, les entreprises à faire des choses. Après, il faut que la réglementation soit bien faite, évidemment. Mais bon, en règle générale, ça pousse à agir. S'il n'y avait pas la règle des 6%... donc 6% de collaborateurs présentant... c'est un taux, c'est pas exactement 6%, mais ça n'avancerait pas aussi vite. Donc
maintenant, on commence à parler de plein emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors, c'est pas vrai. Ce qui était inimaginable il y a quelques dizaines d'années. Mais c'était inimaginable de même d'en parler, quoi. Donc, je pense qu'on fait vraiment des progrès. Je disais qu'on a fait évoluer. Maintenant, quand on recrute des personnes en situation de handicap, c'est à peu près 150 en 3 ans, c'est pas rien, dont une majorité de CDI maintenant, alors qu'avant on avait des CDD, et surtout on est sur un sourcing naturel. C'est-à-dire que tous nos postes sont ouverts, et comme maintenant ça se sait qu'on est handi accueillant, les gens viennent naturellement postuler, sans même le préciser, quasiment. Donc voilà, ça c'est un vrai succès. Et il faut qu'on arrive, une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'on arrive à leur faire vivre des parcours professionnels exactement comme les autres. Voilà. Avec des contraintes. Voilà, donc il faut parfois rétablir l'égalité de chance, mais il faut que ce soit naturel. Merci Xavier Ducurtil pour toutes ces explications. Merci à vous. Après.